Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et dans le prolongement de notre rendez-vous d'hier, nous continuons de marquer cette semaine de l'éducation financière avec à mes côtés Marc-Olivier Strauss-Kahn, à nouveau directeur général honoraire de la Banque de France. Bonsoir Marc-Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau ce soir. Vous nous l'avez expliqué, directeur général honoraire est une belle manière de dire que vous êtes aujourd'hui en retrait de la Banque de France, mais vous participez activement à cet enjeu de l'éducation financière. On parlait hier avec vous de comment la polycrise est en train de muter en permacrise, avec notamment l'effet Trump 2.0 qui vient s'ajouter à toutes les crises qu'on connaît déjà depuis une demi-douzaine d'années maintenant, depuis la crise du Covid. Le sujet qui nous anime ce soir, dans la lignée de ce qu'on disait hier, c'est le sujet de la guerre des paiements, qui a été d'ailleurs le sujet d'un article que vous avez publié dans la revue économique et financière, c'est ça, Marc-Olivier? La guerre des paiements aura-t-elle lieu? C'est la question que vous posiez. Alors, j'avais posé ce titre, je l'avais emprunté à Giraudoux, qui l'appliquait à la guerre de Troie, et l'article conclut que la guerre des paiements a déjà commencé et s'ajoute à celle des tarifs qui existaient et de l'Iran maintenant, parce que la monnaie, c'est à la fois un instrument et un symbole de pouvoir. C'est à la fois imposé par le souverain dans sa zone et basé sur la confiance, et donc en ayant un impact ailleurs. Et les moyens de paiement, eh bien, c'est le plus connu, les billets et les dépôts bancaires. Ce sont autant d'armes financières en réalité. Ouais. Et vous aviez d'ailleurs, alors là, en reprenant le parallèle de Giraudoux sur la guerre de Troie, vous aviez également créé un parallèle autour du film Le Bon, la Brute et le Truand, c'est ça, pour passer en revue les différents moyens de paiement que vous aviez ajusté un petit peu, je crois, Marc-Olivier. L'année dernière, j'étais venu et j'avais parodié Sergio Leone, cette fois-ci, en disant le bon, le brut et le brillant. Oui. Alors, en bref, et pour le rappeler, parce que ça comptera dans la suite, le bon, c'est les billets qui sont émis par la Banque centrale, qui sont sécurisés, qui sont la liquidité ultime. Et puis, ce sont les dépôts bancaires aussi, émis certes par des institutions privées, les banques, mais qui sont contrôlés, c'est-à-dire régulés et supervisés, et dont les dépôts bancaires sont échangeables au pair, et c'est essentiel, avec les billets à travers les distributeurs automatiques quand vous y allez. Et donc, par rapport à ça, qui est le bon, il y a le brut. Oui. Alors, de façon de l'interpréter, pour ceux qui n'aiment pas trop les cryptoactifs, c'est l'exemple du Bitcoin très instable, qui n'est pas très net, disons. Et puis pour les fans des stablecoins, et on y reviendra, c'est comme un diamant à polir. Ah oui. Et enfin, le brillant, c'était la monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique qu'on aura bientôt, je l'espère. Mais je n'avais pas vraiment eu le temps d'en parler. Donc je renvoie pour plus de détails à ceux qui voudront regarder, mais on va reparler, si vous êtes d'accord, de la monnaie numérique de banque centrale, et qui est peut-être une parade pour différents pays. Aux stablecoins américains. Aux stablecoins en dollars, qui permettent pour partie de financer la dette publique américaine et pour partie de compenser peut-être l'érosion du rôle du dollar. Ouais. Vous appelez d'ailleurs les stablecoins américaines le cheval de Troie des États-Unis. Oui, c'est un cheval de Troie, c'est une façon déguisée. Ouais. Et ces deux sujets du stablecoin et des MNBC sont deux sujets sur le feu, donc je dirais très chaud. Et donc on pourrait dire au lieu de brillant que c'est brûlant. Oui. Le bon, le brut et le brûlant. Bon, quel lien on fait entre ce qu'on se disait hier, cette permacrise avec l'effet de Trump 2.0, les guerres menées par Trump sur le plan commercial, tarifaire, bien sûr, sur le plan géopolitique, avec les développements encore en cours de la crise iranienne. Quel lien est-ce qu'on fait avec ces sujets-là et la question du financement de la dette américaine? Alors revenons un peu en arrière. Jusqu'en 1973, et sans remonter trop loin, il y avait des changes fixes. Et déjà à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Ça explose parce qu'il y avait un excès de déficit jumeau, c'est-à-dire à la fois budgétaire et commercial, de la part des États-Unis. Mais les États-Unis demeurent la première puissance économique, financière, militaire. Donc le dollar garde son rôle central, ce qui amène un privilège dit exorbitant aux États-Unis qui peuvent payer leur déficit commercial dans leur propre monnaie. Et ces dollars diffusés dans le monde vont revenir pour partie financer la dette américaine parce que les actifs américains sont considérés comme les moins
les plus sûrs ou les moins risqués qu'il peut y avoir. Alors, on avait déjà conscience d'un dilemme qui était que il faut qu'il y ait assez de déficit pour que ça diffuse des dollars, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Oui, pour pas que ça fasse peur. Exactement, et que la dette augmente trop. Et puis, en contrepartie de ce privilège exorbitant, il y a des devoirs de stabilité, de protection militaire, économique et financière, y compris via les organisations internationales. Et ça, on ne peut pas dire que ça soit vraiment respecté en ce moment. Ouais, c'est ça, cet équilibre assez vertueux, il faut le dire, hein, où chacun pouvait y trouver son compte, semble beaucoup plus instable aujourd'hui. En quoi Trump 2.0, la nouvelle administration Trump, en quoi est-ce qu'elle vient perturber ce schéma de financement, là, justement? Alors, je vais prendre l'exemple des tarifs. Si les tarifs fonctionnent, comme le fait croire Trump, ça réduit le déficit commercial américain. Et donc, il y aura moins de dollars diffusés dans le monde. Donc, c'est un problème. Coup de chance pour Trump, ils sont pas efficaces. C'est pas comme ça que ça se passe. Il ne peut pas y avoir de substitution, c'est une taxe sur les Américains. Et puis, en plus, il a augmenté énormément, avec le sens de la formule, hein, son One Big Beautiful Bill, le déficit budgétaire, prévision généralement à peu près 7% par an. Ça augmente la dette sur PIB américaine à 140% d'ici 4-5 ans, et donc ça fait augmenter les taux longs. Ouais. Donc, perte de confiance dans cette monnaie dite stable, dite fiable, hausse des taux d'intérêt, diversification y compris par les banques centrales, dépréciation du dollar, tout ça contribue à empêcher les taux américains de baisser. Ouais. Les taux à long terme. Ouais, j'entends. D'où l'arrivée des stablecoins, j'allais dire, sur la table. Alors, en quoi les stablecoins peuvent être une partie de la réponse ou de la solution au questionnement qu'on a sur le financement de la dette américaine? Avant ça, Marc-Olivier, il faut peut-être nous rappeler qu'est-ce qui différencie une stablecoin tel qu'on l'entend aux États-Unis d'un cryptoactif, alors brut, comme vous dites, tel que le Bitcoin. D'accord. Alors, 3 définitions très courtes. La première, qu'est-ce que c'est un cryptoactif? C'est un actif qui est numérisé, qui est sécurisé, il est virtuel, et il est sécurisé par une blockchain qui permet de vérifier que le détenteur l'a bien. Mais c'est un actif qui néanmoins peut être risqué, dont la valeur peut varier ou qui peut être volé, etc. On l'a vu dans beaucoup de cas. On les distingue en 2 catégories. Les plus risqués, ce sont les natifs, dont le symbole est le plus connu est le Bitcoin. Parce qu'il n'y a pas d'émetteur identifié et il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et dire « je veux être remboursé et pour telle valeur ». Donc on va le négliger par la suite. Et justement, vu les problèmes posés par ce type de cryptoactifs natifs, ont été développés les stablecoins. Et les stablecoins, là, la différence, c'est que l'émetteur est identifié et la valeur est censée, en théorie, être adossée à un actif préexistant, le plus souvent le dollar à 95%. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle, elles sont pégées, hein, c'est ça, elles sont fixées par rapport à la valeur. Vous pouvez normalement aller voir l'émetteur et dire je vous ai amené des dollars, vous m'avez donné des stablecoins, je veux maintenant faire l'opération inverse, sans rien y gagner, sans rien y perdre. Bon, il y a un vrai succès, il faut le noter, c'est-à-dire qu'il y a une vraie croissance des stablecoins émises en dollars aujourd'hui. Et on pourrait se dire pourquoi, puisqu'il n'y a pas de gain en capital à attendre. En fait, il y a un pseudo-anonymat qui est associé. Et donc, il y a beaucoup d'opérations illicites, illégales. Il y a même des entrées-sorties par rapport à des gains en capitaux qui peuvent être faits sur les natifs, comme le Bitcoin, et qui, eux, seraient imposés. Quand vous passez en stablecoin et en dollars, vous n'êtes plus imposé. Et puis, il y a les émergents, les pays en développement, qui peuvent avoir des monnaies plus instables et qui se disent c'est une façon de placer, qui peut être soumis à un contrôle d'échange, donc ils le contournent. Et puis c'est très mobile, c'est pratique, c'est anonyme, c'est moderne, ça a du succès, ça passe de 0 quasiment il y a 5 ans à 300 milliards maintenant, et certains disent en dollars, 3 trillions multipliés par 10 en 2030. D'accord. Donc là, ça commence à poser problème, il y a une demande, c'est risqué, la logique, c'est de faire une régulation. Trump, s'il pourrait favoriser leur essor, a créé à ce moment-là un cadre réglementation qu'il appelle Genius, et qui fait qu'une très grande partie de ces fonds doivent être replacés en Treasury Bills, en titres courts américains, dont les taux d'intérêt sont plus bas que les taux longs, du moins pour l'instant. Et donc c'est un avantage pour le Trésor américain, bien sûr,
qui va pouvoir refinancer sa dette Oui, de façon... qui trouve de nouveaux acheteurs pour sa dette. Et puis, c'est la logique de Trump de privatiser les choses. Et au passage, ceux qui émettent ces stablecoins qui sont non rémunérés, ils captent le seigneuriage. C'est pas négligeable. Alors, Ils captent les taux d'intérêt que eux ils reçoivent et qui ne versent pas aux détenteurs des stablecoins. Ouais. Quels sont les risques par rapport à ce schéma que vous décrivez justement? Alors, il y a des opérations illicites, Ça, d'accord. illégales. Et puis, si je compare le Genius Act à ce qui existe en Europe et qui s'appelle MiCA, Market in Crypto Assets, R après pour Regulation, et je vais prendre 2 exemples. Les pourcentages qui doivent être placés en très court sont bien moins élevés aux États-Unis. En conséquence, on peut avoir des phénomènes de panique, de run. Et un désancrage donc du stablecoin par rapport à son sous-jacent. Exactement. Et les entités, normalement, qui les ont émises ne sont pas des banques. Normalement, elles ne peuvent pas aller à la Banque centrale pour obtenir de la liquidité. Deuxième exemple, le deuxième grand émetteur, qui s'appelle Coin, devinez où est-ce qu'il est localisé? Au Salvador. On peut se poser la question de la qualité, de la régulation et de la supervision. Et puis, cerise sur le gâteau, parce qu'il y a une demande de numérique, pour favoriser les stablecoins, Trump a empêché la Fed de pouvoir continuer à travailler sur l'hypothèse d'une monnaie numérique de banque centrale. Bon, venons-en à cette question. Est-ce que la monnaie numérique banque centrale, avec l'exemple de l'Europe, par exemple, est-ce que ça peut être une parade justement face à l'émergence, la croissance promue par l'administration Trump de ce secteur des stablecoins en dollars? C'est une parade partielle et à terme. Mais rappelons d'abord qu'est-ce que c'est une monnaie numérique de banque centrale avec l'exemple de l'euro numérique, et puis pourquoi ça peut être utile, et puis quand ça va arriver. Et d'abord, c'est quoi? C'est comme un billet physique, mais dématérialisé, et il est émis par la Banque centrale, et il est donc convertible en billet sans aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on peut en avoir besoin? Parce qu'un billet, c'est pratique, mais ça peut être perdu, ça peut être volé. Pour le tourisme, pour le commerce électronique, parce que pour échanger un billet, vous devez être à côté. Sinon, vous devez passer par une carte bancaire et vous payez une commission. Ou bien c'est le prix qui est payé, c'est intégré dans le prix que vous payez. Ça peut être utile aussi pour les non bancarisés. Ça peut être utile pour les transferts de fonds des immigrés. Ça peut être utile pour tout ce qu'on appelle l'Internet des choses. Par exemple, si vous voulez lire mon article, vous êtes obligé d'acheter toute la revue. En revanche, là, je peux payer juste l'article. Que mon article, avec une petite somme, et ça serait gratuit, ça sera possible. Alors, ceux qui font la revue ne seront peut-être pas contents, mais c'est juste ils s'adapteront. Pour illustrer. Et puis surtout, et c'est le plus important, ça permet de garder une part de contrôle sur la création monétaire sans être, ou du moins en limitant le risque d'être, alors en caricaturant les choses, dollarisé par les bien sûr, en dollars de Trump, ou bien vassalisé par la monnaie numérique de banque centrale d'un pays comme la Chine, qui la teste déjà depuis plusieurs années à très grande échelle. Quelle est votre vision prospective? Il nous reste 30 secondes, Marc-Olivier. Est-ce que le dollar va se renforcer grâce aux stablecoins, ou est-ce qu'on est vraiment dans un phénomène un peu de debasement? Une position très forte, un chiffre à retenir, 60%. C'est 60% en flux des facturations, 60% en gros, des crédits internationaux, c'est 60% des réserves détenues par les banques centrales en stock et de la capitalisation boursière. Il y a un effet de réseau qui fait qu'il y a une très forte inertie. Et pour prendre cet exemple, dont j'espère qu'il ne se reproduira pas, pour que le dollar détrône la livre, il a fallu 2 guerres mondiales et une grande dépression. Dans l'autre sens, la fragmentation, clairement, ne permet pas au dollar de se renforcer, sans qu'on ait même parlé des systèmes de paiement qui peuvent aussi fragiliser le processus. Donc je ne crois pas à un renforcement du dollar. Pour autant, un système multipolaire avec plusieurs devises n'est pas nécessairement plus stable. Oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être plus d'instabilité quand même qui nous attend à terme. Merci beaucoup Marc-Olivier. Merci d'avoir été avec nous hier soir et ce soir dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. À retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr, en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et je cite à nouveau le livre que vous avez coécrit avec Anthony Benamou aux éditions Ellipse. On parie que vous allez aimer l'économie. Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France, enseignant, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.